Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux milliers de voitures neuves que personne n'achète? Tandis que les concessionnaires vous disent qu'il y a une pénurie, la réalité est beaucoup plus sombre et fascinante. Aujourd'hui, nous allons voyager vers les lieux où l'éclat du chrome s'éteint sous la poussière de l'oubli. Nous découvrirons pourquoi les marques préfèrent broyer des machines parfaites plutôt que de baisser leur prix et nous vous révélerons le secret le mieux gardé pour que vous puissiez dominer la négociation. Préparez-vous à entrer dans l'exode des machines. Commençons. Le coût de la location du sol floor plan. Pour comprendre la véritable agonie d'une voiture qui ne se vend pas, nous devons entrer dans les bureaux financiers et analyser le système de prêt d'inventaire, connu dans l'industrie comme le plan d'étage ou floor plan. Presque aucun concessionnaire dans le monde n'a l'argent suffisant dans son compte bancaire pour acheter au comptant les 300 ou 500 véhicules qu'il expose sur son lot. À la place, il fonctionne sous un système de crédit massif. Une banque ou la propre division financière de la marque prête l'argent au concessionnaire pour que celui-ci puisse acquérir les voitures à l'usine. Mais cet argent n'est pas gratuit. Pour chaque unité qui est stationnée sous le soleil, le concessionnaire doit payer un intérêt quotidien. C'est une forme de location financière du sol. Imaginez qu'une voiture a un prix de facture de 50 000 $ et que la banque facture un taux d'intérêt de 6 ou 7% annuel. Cela signifie que ce véhicule coûte au distributeur entre 8 et 10 $ chaque jour seulement pour exister. Si nous multiplions ce chiffre par 100 voitures qui sont arrêtées depuis plus de 3 mois, nous parlons de milliers de dollars mensuels qui s'évaporent directement des bénéfices de l'entreprise. L'éclat des projecteurs sur la carrosserie neuve cache une hémorragie constante de capital. Une voiture qui reste un an sans se vendre peut avoir coûté au concessionnaire plus de 3 500 $ seulement en intérêts bancaires, sans compter le coût de l'assurance et l'espace physique qu'elle occupe. C'est la raison technique pour laquelle les directeurs des ventes paniquent quand ils voient que la fourniture de jours de marché dépasse les 90 ou les 120 jours. Le véhicule cesse d'être une opportunité de gain pour devenir une dette toxique qui consomme les ressources dont le concessionnaire a besoin pour payer les salaires et les services. Chaque matin qu'un vendeur arrive au lot et voit ce même modèle que personne ne veut, ce qu'il voit réellement est une caisse enregistreuse qui soustrait de l'argent de manière silencieuse et systématique. La dégradation invisible sur le lot. Une erreur commune du consommateur est de penser qu'une voiture avec 0 km est toujours dans des conditions optimales de fonctionnement, peu importe combien de temps elle est passée stationnée. Cependant, un véhicule est une machine conçue pour le mouvement et l'inactivité prolongée à l'intempérie est l'un de ses ennemis les plus féroces. Quand une voiture reste arrêtée durant 6, 8 ou 12 mois au même endroit, elle commence à subir une dégradation invisible mais profonde. Le premier composant à céder est le pneu. Le poids constant de presque 2000 kg pressant sur le même point de contact contre l'asphalte chaud déforme la structure interne du caoutchouc, créant ce que l'on appelle des points plats. Ces déformations provoquent des vibrations dans la direction qui souvent ne peuvent être corrigées, ni même avec un équilibrage professionnel, obligeant au remplacement total des gommes avant que la voiture n'ait son premier propriétaire. Ensuite, il y a la chimie des fluides. L'huile du moteur, bien qu'elle ne soit pas utilisée, commence à s'oxyder et à absorber l'humidité de la condensation interne due au changement de température entre le jour et la nuit. Les joints de caoutchouc et les joints des portes, exposés au rayonnement ultraviolet sans le bénéfice de la lubrication que produit l'usage régulier, commencent à se dessécher et à se fissurer, ce qui dans le futur se traduira par des infiltrations d'eau et des bruits de vent gênants. Mais le dommage le plus critique se produit à l'intérieur du système de carburant. L'essence moderne, chargée d'éthanol, a une durée de vie courte. Après 90 jours, les composants chimiques commencent à se séparer et à créer une sorte de vernis ou sédiment gommeux qui peut obstruer les injecteurs et endommager la pompe à haute pression au moment où quelqu'un tente d'allumer le moteur pour un essai routier. Les disques de frein, fabriqués en fonte, développent une couche d'oxyde corrosif qui ne disparaît pas toujours avec un freinage doux, pouvant laisser des marques permanentes qui affectent l'efficacité du freinage. Une voiture neuve qui a passé un an dans l'oubli du lot est, techniquement, une voiture qui nécessite une intervention mécanique profonde avant d'être livrée, bien que l'odomètre marque à peine 5 ou 10 km de parcours. Le cycle des 3 étapes de remise. Quand un véhicule arrive au concessionnaire et se stationne dans la rangée frontale, son prix est marqué par l'espoir et la marge de bénéfice maximum. Cependant, l'horloge financière ne s'arrête pas et le système de remise commence à s'activer de manière automatique à mesure que passent les semaines.
La première étape est l'incitatif de marque. Ici, le fabricant intervient pour aider le distributeur, offrant des bonus qui permettent de baisser le prix sans que le propriétaire de l'entreprise ne perde son gain opérationnel. Ce sont ces publicités que nous voyons avec des rabais de 3 000 ou 5 000 $. Dans cette phase, la voiture est encore jeune, elle a cette odeur de neuf intact et le marché la voit comme une option fraîche. Mais si le véhicule dépasse les 180 jours dans l'inventaire, nous entrons dans la deuxième étape, l'étape du sacrifice de la marge. Le concessionnaire, asphyxié par le paiement d'intérêts quotidiens à la banque, décide de renoncer à sa commission afin de récupérer le capital principal. À ce point, le vendeur ne gagne plus d'argent par la vente, mais l'objectif est simplement d'arrêter l'hémorragie de liquidité. Le prix baisse drastiquement, se rapprochant dangereusement du coût de facture original. C'est ici que beaucoup d'acheteurs croient avoir trouvé l'offre de leur vie, sans savoir qu'ils acquièrent un actif que l'entreprise considère déjà comme un fardeau. La troisième et plus dramatique phase est la liquidation en dessous du coût. Cela arrive quand un modèle devient virtuellement invendable. Cela peut être parce qu'une nouvelle génération du véhicule est arrivée avec un design beaucoup plus moderne ou parce que le modèle spécifique a une configuration de couleurs et d'équipements que personne ne souhaite. Dans cette instance, le directeur financier prend une décision douloureuse: vendre la voiture en perdant de l'argent réel. Il préfère perdre 2 000 ou 3 000 $ dans une seule transaction aujourd'hui que de continuer à payer des centaines de dollars d'intérêt chaque mois pour une voiture qui pourrait rester là une année de plus. Ce qui est fascinant et terrifiant est qu'il existe des unités qui, malgré des remises de 10 000 $ ou plus, continuent de ne pas bouger. Ce sont les appelés clous d'inventaire. Ces véhicules projettent une ombre sur tout le lot, rappelant à l'équipe de vente son échec chaque fois qu'ils marchent à côté d'eux. Le marché est un juge implacable et parfois, pas même le cadeau du prix ne peut sauver un produit qui a perdu sa pertinence émotionnelle et technique face à la concurrence. Les véhicules de démonstration et de courtoisie. Quand une voiture neuve devient trop vieille pour être vendue comme telle, mais que les remises directes n'ont pas fonctionné, les concessionnaires recourent à une manœuvre légale et comptable très astucieuse: le changement de statut en véhicule de démonstration ou unité de courtoisie. Pour que cela fonctionne, le directeur doit lui assigner des plaques de circulation et commencer à l'utiliser. L'objectif est que l'odomètre dépasse un chiffre spécifique, habituellement entre les 3000 et les 5000 km. En faisant cela, le véhicule cesse d'être légalement neuf aux yeux de beaucoup d'institutions bancaires et d'assurances, permettant aux concessionnaires de le réétiqueter comme un d'occasion certifié. Ce mouvement, qui semble une perte de valeur, est en réalité une bouée de sauvetage. En le convertissant en un d'occasion de faible kilométrage, l'entreprise peut offrir des taux d'intérêt différents, souvent plus attractifs pour certains profils de clients qui ne sont pas qualifiés pour un crédit auto neuf mais qui cherchent quelque chose presque sans usage. La cannibalisation de pièces internes. Dans les couloirs arrière de la zone de service, loin de la vue des clients et des caméras de sécurité, se produit l'un des secrets les plus sombres de l'industrie automobile. La cannibalisation de pièces. Imaginez un client important qui a acheté une camionnette de luxe de 80 000 $. Après 2 semaines, un capteur critique tombe en panne ou un module électronique brûle. Le client arrive furieux, exigeant une solution immédiate. Le chef d'atelier vérifie l'inventaire de pièces de rechange et découvre avec horreur que la pièce nécessaire n'arrivera pas de l'usine avant 3 semaines pour des problèmes de logistique. Pour éviter que le client n'annule l'achat ou n'entame une poursuite judiciaire pour un produit défectueux, le directeur de service reçoit un ordre silencieux. Va au lot de voitures neuves, cherche une unité identique qui ne s'est pas vendue et retire-lui la pièce. Ce processus transforme les voitures neuves qui restent des mois sans se vendre en donneurs d'organes mécaniques. On leur extrait des ordinateurs, des injecteurs, des moulures esthétiques, des boutons de la climatisation ou même des composants de la transmission pour réparer des voitures de clients qui ont déjà payé. La voiture neuve reste alors incomplète, comme une coque vide en attente que la pièce de remplacement arrive un jour pour être réinstallée. Le problème est que, dans la hâte de ces transplantations d'urgence, les techniciens peuvent endommager des clips en plastique, laisser des câbles mal connectés ou introduire de la saleté dans des systèmes scellés. Quand finalement arrive la pièce neuve et qu'elle est installée dans la voiture donneuse, l'intégrité d'usine a été perdue pour toujours. Ce véhicule, qui est toujours promu comme neuf et parfait, a déjà été désassemblé et réassemblé de manière artisanale sur un lot poussiéreux.
C'est une pratique de survie extrême qui démontre que, pour un concessionnaire, une voiture qui ne se vend pas n'est pas seulement une perte d'argent, mais une ressource qu'ils sont disposés à sacrifier pour sauver la réputation immédiate devant un client qu'ils ont déjà en main. Le monde caché des enchères en gros. Quand un concessionnaire épuise toutes ses options locales pour vendre une unité qui a accumulé de la poussière durant plus de 300 jours, un phénomène de reddition financière se produit. Le directeur d'inventaire accepte que ce véhicule ne trouvera pas un foyer à travers les canaux de vente traditionnels au public. C'est à ce moment que la voiture entre dans le circuit des enchères en gros, un écosystème fermé et vertigineux où seuls participent des professionnels avec licence de commercialisation. Nous ne parlons pas des enchères publiques de voitures d'occasion, mais de plateformes massives où l'objectif est le nettoyage total des bilans comptables des agences. Dans ces lieux, la valeur émotionnelle de la voiture disparaît complètement et est remplacée par un froid calcul mathématique de volume. Les concessionnaires emballent souvent leurs échecs en lot. Ils ne vendent pas aux enchères une seule unité difficile, mais ils assemblent des groupes de 10, 20 ou 50 véhicules pour attirer les grands revendeurs nationaux. C'est un marché où la vitesse est plus importante que le prix. Le concessionnaire préfère accepter une perte de 5 000 $ par unité aujourd'hui même, plutôt que de permettre que ces voitures continuent d'occuper de l'espace physique et de consommer du capital de travail. Les acheteurs dans ces enchères sont des requins du secteur qui ont l'infrastructure pour déplacer ces voitures vers d'autres régions du pays où la demande est différente. Ce qui est un clou d'inventaire dans une ville cosmopolite et saturée de berlines électriques, peut être une marchandise précieuse dans une zone rurale qui demande encore des moteurs à combustion simples et fiables. Ce processus de braderie est la première étape du grand exode. Une fois que le marteau tombe et que la transaction se clôture, les camions porte-voitures arrivent la nuit pour vider les arrière-cours des agences. Pour le propriétaire de l'entreprise, voir ces voitures s'éloigner à l'horizon est un soulagement immense. Ils ont réussi à transformer du fer stagnant en argent liquide, même si c'est à un prix douloureux. Cependant, pour les voitures, c'est le début d'une dégradation de leur statut. Elles sont passées d'être les joyaux de la couronne dans une salle d'exposition éclairée à être de simples actifs d'opportunité qui seront revendus dans des lots de seconde catégorie, perdant souvent leur garantie d'usine originale et entrant dans un limbe où leur historique d'entretien commence à devenir flou. Le destin à l'étranger et marchés émergents. Si les enchères nationales ne parviennent pas à absorber l'excès d'inventaire, les corporations automobiles activent leur réseau d'exportation vers les marchés émergents. C'est l'exil définitif des machines. Des milliers de véhicules qui ont été fabriqués selon des normes strictes pour des marchés exigeants finissent par être embarqués sur de gigantesques navires de charge à destination de ports en Afrique, en Asie du Sud-Est ou dans les régions les plus reculées d'Amérique du Sud. Ce qui pour un consommateur dans une économie avancée est un modèle obsolète, sans le dernier écran tactile ou avec un design de génération précédente, représente pour un client dans un marché émergent un symbole de statut premium et un outil de mobilité indestructible. Dans ces pays, la perception de la valeur change radicalement. Un modèle qui a été rejeté dans une grande métropole pour ne pas avoir de connectivité sans fil ou pour être trop bruyant, est reçu avec enthousiasme dans des endroits où la robustesse mécanique et la facilité de réparation sont les véritables priorités. Les fabricants profitent de ces différences culturelles et économiques pour se débarrasser des excédents de production qui menacent de faire s'effondrer les prix dans leurs marchés principaux. C'est une stratégie de protection de marque. Ils préfèrent envoyer 10 000 unités à l'autre bout de l'océan que de les vendre à moitié prix localement et de ruiner la valeur de revente des clients qui ont payé le prix complet. Ce flux d'exportation crée un paradoxe fascinant. Dans les rues de Lagos ou sur les chemins ruraux des Andes, on peut voir des flottes de véhicules neufs qui semblent être sortis d'une capsule temporelle. Ce sont des unités qui ne se sont jamais vendues dans leur pays d'origine et qui vivent maintenant une seconde opportunité dans un environnement complètement différent. Cependant, cet exil a un coût logistique et éthique. Souvent, ces voitures sont envoyées sans le support technique adéquat, sans un réseau de pièces de rechange établi et en étant confrontées à des carburants de moindre qualité qui finissent par endommager leur système d'émission en peu de temps. La voiture survit, mais elle le fait dans un environnement pour lequel elle n'a pas été conçue à l'origine, devenant un rappel roulant des excès de production de l'industrie mondiale. La location aux flottes et aux entreprises de location. Il existe une sortie massive d'inventaire que les fabricants gardent comme un as dans leur manche pour équilibrer leur chiffre de vente à la clôture de chaque trimestre. Les accords avec les flottes corporatives et les entreprises de location de voitures.
Quand l'inventaire d'un modèle spécifique atteint des niveaux alarmants de surproduction, la marque appelle les grandes entreprises de location internationales et leur offre un accord qu'elles ne peuvent pas refuser. Elle leur vend des centaines ou des milliers d'unités avec des remises qui peuvent atteindre 40 ou 50% de leur valeur commerciale, à condition que les unités soient mises en circulation immédiatement et soient maintenues dans la flotte pour une période courte, habituellement de 12 à 18 mois. C'est la forme la plus rapide de nettoyer l'inventaire d'un seul coup. Pour le fabricant, ces ventes comptent comme des unités livrées, ce que permet de gonfler les rapports de succès devant les actionnaires et Wall Street. Cependant, c'est une tactique qui sacrifie le futur du modèle. Quand ces entreprises de location décident de renouveler leur flotte à peine un an après, elles inondent le marché des voitures d'occasion avec des milliers d'unités identiques, avec la même couleur grise basique et le même équipement limité. Cette saturation de l'offre provoque l'effondrement de la valeur de revente de ce modèle spécifique pour tous les propriétaires, incluant ses clients individuels qui ont payé le prix complet chez le concessionnaire. Le cercle est vicieux et destructeur pour la santé financière de la marque à long terme. Le client qui a acheté la voiture pour sa valeur et son prestige découvre, 2 ans après, que son véhicule vaut une fraction de ce qu'il espérait parce qu'il y a une marée de voitures de location inondant les enchères et les lots d'occasion. Ces voitures de flotte sont souvent maltraitées, avec des intérieurs usés par l'usage constant de touristes et de voyageurs d'affaires qui ne se sont jamais souciés de prendre soin d'un bien d'autrui. Le destin final de ces voitures, après leur vie brève et épuisante dans le monde de la location, est d'être vendues lors d'enchères publiques, fermant ainsi leur cycle de vie comme produit de première catégorie pour devenir de la marchandise à bas coût qui cherche seulement un propriétaire qui ignore son passé turbulent. La mise à la casse et le recyclage comme dernière option. Quand toutes les stratégies de vente, d'exportation et de location échouent, l'industrie automobile recourt à sa mesure la plus extrême et sombre. Il existe un point de non-retour où la marque décide qu'il est préférable de détruire la voiture complètement avant de nuire à son prestige en permettant qu'elle soit vendue à des prix ridiculement bas. C'est le broyeur utilisé comme politique de prix. Si un fabricant de luxe permettait que ses excédents soient vendus avec des remises de 70% pour vider les inventaires, il détruirait instantanément l'exclusivité de la marque et rendrait furieux ses clients les plus fidèles qui ont payé le prix total. Pour protéger l'intégrité du marché, des lots entiers de véhicules neufs sont envoyés directement aux usines de recyclage et de mise à la casse. C'est un processus chorégraphié avec une froideur mathématique. On extrait les fluides, on retire certains composants électroniques qui peuvent être réutilisés dans le service après-vente et ensuite la presse hydraulique réduit un chef-d'œuvre de l'ingénierie en un cube de métal compressé en quelques secondes. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit, mais d'une décision de marketing exécutée avec une violence mécanique. La marque préfère déclarer la perte totale devant les assurances et les autorités fiscales plutôt que de voir ses modèles les plus prestigieux être bradés dans des foires à bas prix. Cette pratique est maintenue sous un contrat strict de confidentialité avec les entreprises de recyclage. Aucune caméra n'est autorisée et le personnel doit s'assurer qu'aucune unité ne sorte de là en une seule pièce. C'est le destin final le plus cruel pour une machine conçue pour durer des décennies. Le sacrifice de ces voitures est la façon dont l'industrie maintient l'illusion de pénurie et de valeur. Au lieu de bénéficier aux consommateurs avec des prix accessibles, le système choisit l'extermination du produit pour soutenir artificiellement une structure de prix qui ne tient plus d'elle-même. Le métal retourne à la fonderie, le cuir est écarté et le verre est broyé, fermant un cycle de gaspillage qui est le secret le mieux gardé des géants du moteur. Comment l'acheteur intelligent profite de cette situation? Malgré les efforts des marques pour cacher ces excédents, le consommateur informé a une opportunité unique s'il sait où regarder. Identifier les appelés orphelins du lot est la clé pour obtenir des remises qui semblent impossibles sur un marché normal. Ce sont des véhicules qui ont survécu au filtre des enchères et des champs de stockage et qui se trouvent encore dans le coin le plus éloigné du concessionnaire. Pour les trouver, il ne faut pas regarder l'éclat de la carrosserie, mais l'étiquette de fabrication collée sur le cadre de la porte du conducteur. Un acheteur intelligent ne demande jamais le prix catalogue sans d'abord vérifier le mois et l'année où la voiture est sortie de la ligne de montage. Si la date indique que le véhicule a attendu un propriétaire pendant plus de 365 jours, le pouvoir de négociation change radicalement de main. Le vendeur est sous une pression immense pour se débarrasser de cette unité spécifique, car chaque jour qui passe représente une perte par intérêt de financement du plan d'exposition.
En signalant ce fait, l'acheteur peut exiger des remises que le vendeur est désespéré de donner, éliminant souvent toutes les marges de gain afin de nettoyer le bilan comptable. Ce guide pratique pour l'économie nécessite de la patience et un manque total d'attachement émotionnel pour les modèles de dernier cri. Les orphelins du lot sont souvent des unités avec des configurations de couleurs peu communes ou des ensembles d'options qui n'ont pas convenu à l'acheteur moyen. Cependant, mécaniquement, ce sont des voitures neuves avec garantie complète. En profitant du désespoir d'une agence qui a besoin de rapporter la vente pour atteindre son quota trimestriel, un client peut emporter une machine de haut de gamme au prix d'un modèle de base. C'est la seule façon dont le consommateur commun peut récupérer un peu de la valeur que l'industrie tente de détruire systématiquement dans ses champs de stockage et ses broyeurs.